Mais je me suis aussi rendu compte que peut-être ma force n'était pas dans le soin direct aux patients, que malgré que j'ai beaucoup aimé ma relation avec eux et que j'ai jamais eu de problème ou de plainte par rapport à ma relation avec eux, que c'était un travail qui me drainait beaucoup et qu'à la fin de la journée, ça prenait beaucoup de mon énergie et que cette énergie, je ne l'avais plus pour d'autres choses qui étaient tout aussi importantes dans ma vie. Bonjour avec joie, merci de nous avoir rejoints dans cet épisode du Café des spécialités, un café des spécialités qui est un balado par et pour les étudiants qui est encouragé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Je m'appelle Leslie Joyce et aujourd'hui je suis avec Dr Ma. Je vais vous laisser vous introduire aux auditeurs. Merci pour l'accueil. Moi, mon nom, c'est Chiama. Je suis présentement résidente en pathologie à l'Université de Montréal. J'ai un parcours assez particulier. J'avais commencé après le cégep la médecine en pré-med à l'Université de Montréal, durant lequel j'ai eu un intérêt pour la recherche. Alors, j'avais pris 2 ans pour faire une maîtrise en médecine expérimentale, où est-ce que j'ai découvert la chirurgie plastique. Et à ce moment-là, ça a vraiment été un coup de foudre et j'avais décidé de poursuivre cette spécialité à la résidence. Puis éventuellement, à ma 4e année de résidence, j'ai eu un coup de cœur pour la pathologie et on a fait un changement vers la pathologie où est-ce que je suis présentement. Je tiens à dire que je t'admire tellement pour le fait d'avoir osé faire ce changement de programme parce que c'est un sujet qui est encore un peu tabou en médecine, de faire un changement de programme. C'est sûr, oui. Alors, qu'est-ce qui t'a mené à changer de programme? Oui, c'est sûr que c'est pas une décision qui a été prise du jour au lendemain. Ça a été une réflexion qui a duré plusieurs mois, voire j'aurais presque dit 1 an, presque 2. C'est sûr que la chirurgie plastique, c'est une discipline que je garde encore un grand respect, un grand amour, mais que j'ai dû éventuellement me rendre compte que ce n'était pas la spécialité qui jumelait le mieux avec mes intérêts et ce que je voulais dans la vie et le genre de médecin que je voulais devenir. Oui. Dans le fond, dans les 2 premières années de la résidence, on est généralement un peu plus dans des stages ectopiques. Alors, on n'était pas autant exposé, je dirais, à ce que c'est être un chirurgien plasticien. C'est vraiment en 3e année et plus qu'on est entièrement en chirurgie plastique. Et c'est là que j'ai commencé à sentir qu'il y avait un genre de déclic. C'est comme si mes intérêts, ma personnalité, ce que je tenais comme valeur n'était pas vraiment en ligne avec ce que c'est la chirurgie plastique puis la profession elle-même. Et ça, c'est pas pour dire que j'ai pas apprécié l'interaction avec les patients, que j'ai pas apprécié les chirurgies ou mes mentors et mes enseignants, mais il y avait juste quelque chose qui semblait clocher, quelque chose qui tenait pas. Et éventuellement, lors de ma 3e année et jusqu'à la fin de la 3e année, il y a eu quand même des gros bouleversements dans ma vie personnelle qui m'ont fait re-questionner mes choix de carrière. Entre autres, mon partenaire de l'époque avait été diagnostiqué avec un cancer. Éventuellement, on a eu une séparation assez difficile de mon côté. Et ça m'a fait penser par rapport à qu'est-ce que je voulais dans ma carrière, puis où je voulais dédier mon temps. Et je me suis rendu compte que malheureusement, malgré mon intérêt pour la chirurgie plastique, j'avais l'impression que ça faisait pas ressortir mes forces. Et que malheureusement, j'aurais beaucoup d'obstacles à accomplir, beaucoup de ce que je voulais faire dans ma vie, autant personnelle et professionnelle. Alors, à travers tout cela, je pense que mes mentors et mes enseignants avaient aussi remarqué que je n'étais pas particulièrement heureuse dans la spécialité. Et les gens se sont dit « Ah, Chia, t'as pas l'air d'être vraiment dans ta peau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu penses que c'est encore ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux qu'on considère d'autres options? » Et j'ai quand même très apprécié cette ouverture par rapport à la discussion, à d'autres choses. Et ça m'a amené, entre autres, à questionner de est-ce que je veux encore faire de la médecine? Est-ce que mes intérêts et mes valeurs ont changé pour que mon bonheur au travail ne soit plus en médecine? Et heureusement que ce l'était encore et que j'avais encore l'intérêt de vouloir aider les patients, de vouloir contribuer à un service public. Tout à fait. Mais je me suis aussi rendu compte que peut-être ma force n'était pas dans le soin direct aux patients, que malgré que j'ai beaucoup aimé ma relation avec eux et que j'ai jamais eu de problème ou de plainte par rapport à ma relation avec eux, que c'était un travail qui me drainait beaucoup et qu'à la fin de la journée, ça prenait beaucoup de mon énergie
et que cette énergie, je ne l'avais plus pour d'autres choses qui étaient tout aussi importantes dans ma vie. Oui. Alors ça m'a dû faire admettre que peut-être que je devrais trouver une spécialité qui s'adonne un peu plus à un contact indirect, à des soins indirects aux patients. Et à l'époque, j'avais une de mes très bonnes amies qui était en pathologie qui m'avait introduit à la spécialité. Et avec le soutien, entre autres, de mon programme, j'ai pu faire un stage option et c'était honnêtement un peu un coup de foudre. Dans le sens que j'aurais jamais pensé que j'aurais aimé ou être même intéressée par la pathologie et c'est tout un monde différent, mais que je me voyais évoluer dedans. Tout à fait. Et éventuellement, j'ai fait les démarches pour faire un transfert de programme à l'interne. Et là, ça fait peut-être à peu près 2 mois qu'officiellement je suis en pathologie, quoique ça fait un bon 2 années, je te dirais que je plonge un peu dans ce monde-là. Wow. Et honnêtement, à date, aucun regret. Je pense que ça a été une bonne décision. Puis quelque chose qui se jumelle beaucoup mieux à moi en tant que personne. Et ça a été en chirurgie plastique. Wow. Quel parcours. En effet, c'est un parcours. J'entends beaucoup de choses dans ce que tu dis. Beaucoup de, peut-être, d'émotions qui sont ressurgies, de besoins qui sont ressurgis et tout. Puis avant même d'entrer un peu plus profondément là-dedans, j'aimerais te demander, après 2 mois en ce moment, comment est-ce qu'on se sent? C'est sûr que parfois, c'est un peu faux de penser qu'il y a 1 an, j'étais encore en chirurgie plastique et que maintenant, je suis dans une discipline qui peut pas être plus différente, honnêtement, de celle que je faisais avant. En même temps, je pense que je suis très choyée, reconnaissante à avoir eu le soutien de pouvoir faire le transfert parce que c'est certainement pas la majorité des résidents qui font un transfert. Et ce n'est aussi pas la chose la plus évidente de faire un transfert d'une spécialité à une autre spécialité. Parce que tout est une question de fond en termes de s'il y a de la place et aussi de la capacité pour un programme d'accueillir un résident supplémentaire. Il y a toujours un peu de risque là-dedans parce que c'est difficile avant de s'embarquer dans le processus de savoir exactement c'est quoi l'opinion des gens, puis savoir exactement c'est quoi la situation dans un autre programme dans lequel on veut transférer. Alors, c'est certainement un risque que j'ai pris, mais qu'à date, j'ai aucun regret. Je suis très heureuse que j'ai pris ce choix-là de changer de programme. Félicitations. Merci. Et qu'est-ce que tu dirais justement à des étudiants comme moi qui ont l'impression que ça peut être difficile de choisir un parcours, puis que si on choisit, ça doit être linéaire. Qu'est-ce que tu nous dirais pour nous conseiller? Fait que moi, j'ai toujours été un peu critique, si je me permets de le dire comme ça, par rapport aux structures de l'éducation médicale au Canada. Je trouve que c'est très court. Et ça permet pas toujours aux étudiants d'avoir la pleine perspective par rapport à toutes les spécialités qui existent et aussi qu'est-ce qui est le meilleur pour eux en termes de ce qu'ils veulent au niveau professionnel et personnel. Si vous êtes au préclinique, ce que je suggère fortement, c'est de faire des journées d'observation et d'essayer d'apprendre autant que possible des différentes spécialités. On part souvent avec des stéréotypes ou des jugements par rapport à ce qu'on pense de certaines spécialités, mais c'est vraiment en observant puis en le vivant nous-mêmes qu'on peut comprendre ce que ça implique et de savoir est-ce que c'est quelque chose qu'on se voit évoluer dedans ou c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec notre personne. Et c'est un peu dans cette même état d'esprit que je suggère d'affronter ou d'attaquer l'externat aussi. Et c'est sûr qu'au final, on fait une décision selon nos meilleures connaissances qu'on a et nos compétences qu'on a à l'époque. Alors, je pense que l'important, c'est que peu importe ce que vous choisissez, vous n'avez pas de regrets pour ce que vous choisissez et de foncer là-dedans. Et si jamais c'est pas le bon choix au final, vous pouvez changer. C'est pas facile, mais ça se fait. Je l'ai fait. Et honnêtement, je n'ai pas de regret d'avoir fait la chirurgie plastique. Je pense que toute formation que vous allez faire vont vous aider d'une façon ou d'une autre. Je pense que j'ai quand même une certaine maturité, une certaine organisation de travail que c'est difficile d'avoir en tant que R1 parce qu'on n'a juste pas vécu, on n'a juste pas essayé. Alors, je pense que c'est quand même une force que j'ai que je vais pouvoir appliquer pour le reste de ma résidence.
Alors, c'est jamais perdu. Mais oui. Mais explorer, puis garder un esprit ouvert, puis vous sauriez jamais dans quoi vous allez. Donc, Ouais. Comme quoi, on continue toujours d'apprendre. oh oui, 100%. Et que... Ça finit jamais. Oui, Mais c'est une tout bonne à chose. fait. Mais c'est une bonne chose. Exact. Et que si on arrive à une conclusion qui est différente de notre idée de départ, c'est possible de changer. Absolument. C'est ce que j'entends dans ton discours. Et c'est correct de changer. Et c'est correct de changer. Maintenant, tu as nommé quelques barrières facilitateurs qui t'ont permis aussi de passer à travers ou qui t'ont un peu bloqué. Est-ce que tu pourrais nous en parler quand même? Des barrières ou des facilitants? Oui, fait que je pense que l'un des plus grands obstacles, c'est juste comment s'entreprendre pour un changement de programme. Fait que, en bref, là, je vais parler un peu plus d'une perspective Québec. Puis, je veux pas l'étendre à d'autres provinces parce que je m'y connais pas. Mais toutes les provinces sont un peu uniques dans leur propre façon de gérer les fonds pour former des résidents, entre autres. Au Québec, il y a 2 façons de pouvoir changer de programme une fois qu'on a déjà entamé un programme de résidence. La première façon, c'est un transfert direct, étant ce que j'ai fait, dans le sens qu'il y a, une capacité du programme d'accueil d'avoir un résident de plus, que 2, il y a aussi une volonté du programme d'accueil d'avoir un résident de plus, et de 3, arrive qu'il y ait une place qui n'a pas été comblée dans le cadre du CARMS pour l'année qu'on a commencé la résidence. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'ai commencé la chirurgie plastique en 2021. Mon transfert direct a été possible parce qu'en pathologie, en 2021, il y avait une place de CARMS qui n'a jamais été comblée. Mais pourtant, la cohorte 2021, c'est les gens qui sont présentement en R5. Alors, malgré que moi, je transfère pour être fin R1, début R2 bientôt. Alors, c'est quand même une situation un peu particulière qu'il faut un peu savoir pour le savoir, vraiment. Tout à fait. Et si jamais ça, c'est pas une option parce que la place n'est pas là, parce que la capacité d'accueil n'est pas là, ou etc., dans ce cas-là, j'aurais dû abandonner mon programme de résidence officiellement, attendre 12 mois et réappliquer à travers le processus du CARMS dans un contingent particulier, ce qui aurait été beaucoup plus complexe et honnêtement beaucoup plus difficile. Alors, je suis vraiment contente et reconnaissante que ça a pu passer de façon assez fluide. Dans les autres provinces, je peux parler de l'Ontario parce que j'en ai entendu parler de certains collègues. En Ontario, leur financement se base sur le nombre d'années de résidence et non sur le nombre de places par année ou par cohorte de résidence. C'est-à-dire que si vous commencez puis que vous êtes en médecine de famille, vous avez une position qui a un financement pour 2 ans. Si vous le faites pour une spécialité, vous avez une position qui vous paye pour 5 ans. Ça veut dire que si vous voulez changer de spécialité, c'est très difficile de changer une fois qu'on est plus avancé dans la spécialité parce qu'on n'a juste pas autant d'années de fonds qui nous restent pour pouvoir compléter une autre spécialité de 5 ans, par exemple. Alors ainsi, c'est beaucoup plus fréquent que les gens changent d'une spécialité vers la médecine de famille parce que le temps est juste moindre, alors c'est plus réaliste côté des fonds. Pour les gens qui ont réussi de changer d'une spécialité à une autre spécialité, généralement, ils le font très tôt. Par exemple, après la première année, parce que dans la majorité des programmes, la première année, c'est une année de stage ectopique, de toute façon. Alors, c'est pas aussi difficile de se faire accommoder, éventuellement de pouvoir poursuivre la résidence. Fait que je pense que ça a été la partie la plus difficile. Veux pas, il y a une partie où est-ce qu'il faut se faire connaître au nouveau programme de résidence. Souvent, à part si on a déjà un contact avec eux, c'est pas nécessairement des patrons qui nous connaissent ou qui savent vraiment c'est quoi nos motivations derrière le changement. Alors, il y a un travail à faire à ce niveau-là. De mon côté, j'ai quand même été très chanceuse dans le sens que les choses se sont alignées. J'ai quand même eu beaucoup de soutien de la part de mon programme en chirurgie plastique. Il avait une belle ouverture au côté du programme de la pathologie aussi. Donc, ça a bien fonctionné. Mais je ne pourrais pas nécessairement garantir que c'est toujours comme ça pour chacun des changements de programme. Et certainement que je souhaite à tout le monde de trouver son programme de rêve dès le début et de ne pas avoir besoin de faire un changement. Tout à fait. Mais sachez que si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est possible. Wow. Et j'ai entendu aussi dans ton discours que ton programme, même en chirurgie, te posait la question, comment tu te sens? Est-ce que ça va toujours bien? Alors, quelle place a occupé le soutien ou leur soutien
dans ton changement de programme puis dans ton bien-être? Ben, je pense que s'il n'y avait pas des mentors de mon programme de chirurgie plastique qui m'avaient soutenu à travers ce processus, je ne serais pas rendue où est-ce que je suis. Non seulement en termes de gens qui m'avaient donné des conseils et j'ai été très chanceuse d'avoir certains... C'est des mentors, c'est des modèles pour moi. Tout à fait. Qui voulaient honnêtement juste mon épanouissement puis que c'était pas une question de me forcer à devenir chirurgien plasticien, mais qui avait vu que j'étais pas à ma place et qui voulait m'aider à trouver ma place. Alors ça a été quelque chose de très, très positif dans mon expérience. Puis, c'est aussi des gens qui ont pu écrire des lettres de référence pour m'aider à faire le changement. Parce que c'est vrai que le programme de pathologie, puis honnêtement, n'importe quel autre programme que j'aurais transféré, ne me connaissent pas. Alors, c'est sûr que c'est plus fort d'avoir des gens qui sont médecins ou à qui il fera confiance, qui te soutiennent et qui disent que oui, ce serait une bonne résidente pour que vous soyez dans un programme. Fait que ça, c'est comme même quelque chose que j'étais très reconnaissante dans ce processus. Alors, le support, le soutien et le fait de sentir que ton bien-être, ton épanouissement est mis de l'avant. Quelle place occupe le bien-être pour toi en médecine et en dehors de médecine aussi? Ouf, quelle grosse question. Puis je suis vraiment contente que, de façon générale, la culture en médecine migre vers une ouverture pour parler de bien-être, pour parler de la santé mentale des médecins, des résidents, des étudiants en médecine. De aider son prochain si on n'est pas capable de s'aider nous-mêmes. Exactement. Si nous ne sommes pas en santé physiquement et mentalement, comment on peut penser à prendre soin des autres de façon optimale? Je pense que ce qui est important en tant qu'étudiant en médecine, en tant que résident, puis éventuellement même en tant que médecin, c'est d'avoir un cercle, que ce soit au travail ou que ce soit au niveau personnel, qui sont capables de nous soutenir. Parce que c'est pas vrai qu'on va avoir juste des bonnes journées, c'est pas vrai qu'on va avoir juste des succès, c'est pas vrai qu'on va jamais faire d'erreurs. Et je pense que étant la majorité d'entre nous des gens assez perfectionnistes, des gens qui veulent faire du bien, qui veulent se surpasser, on a tendance à être très difficile sur nous-mêmes aussi. Exactement. Et de se faire plus de mal qu'on l'aime se l'admettre. Alors, je pense que développer sa résilience, qui certainement est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait. Parce que pour moi, personnellement, ça a été tout un cheminement, puis je pense que c'est un travail que je continue à faire et que je continuerai à faire pendant longtemps. C'est très important pour réussir en médecine. Oui. Puis la résilience, au final, c'est un travail de vie. Ça peut prendre toute une vie pour pouvoir s'adapter, puis pouvoir bâtir sa résilience, de sentir que son bien-être compte et de sentir que les personnes autour de nous voient le bien-être comme étant aussi important, autant dans son milieu de travail qu'à l'extérieur. Je trouve que ça peut vraiment faire toute la différence, comme tu dis. C'est sûr. On est un peu dans une culture de silence. Et c'est pas parce qu'on n'entend pas parler des difficultés des gens que les gens n'ont pas de difficultés. Tout à fait. Et malheureusement, je trouve pas que ça aide d'être dans une culture de silence, mais c'est un peu la réalité dans laquelle on est, en espérant que ça peut changer doucement, mais sûrement, avec le temps. Tranquillement. Mais si jamais vous sentez que vous avez des difficultés au niveau du travail, au niveau des études, dans votre vie personnelle, juste sachez que vous n'êtes pas les seuls. Que probablement, chacun d'entre nous a quelque chose dans sa vie qui est difficile en ce moment, mais qu'on ne se sent peut-être pas à l'aise de partager. Et on donne l'impression que tout va bien et que tout est en ordre, mais que finalement, il y a des tracas et c'est normal, ça fait partie de la vie. Je pense que c'est important de se rappeler que tout le monde traverse ça et que les hauts et les bas, c'est toujours temporaire. Quel message. Merci, je reçois. Parfait. Merci. Ça fait vraiment plaisir d'entendre puis d'en parler. Je suis particulièrement touchée justement par tout ce qui est bien-être. Vraiment, je me considère comme advocate du bien-être par rapport, oui, à notre bien-être, mais aussi au bien-être des gens autour de nous, des patients. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces discussions où on peut démystifier certaines choses. C'est sûr. Et en parlant de démystification,
pathologie. Oui. Parce que la pathologie, c'est tout un sujet où parfois c'est peut-être un peu méconnu comme spécialité. Peut-être que c'est moins visible. Donc, qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur cette belle spécialité? Oui, 100%. Je pense que la pathologie est très méconnue, malheureusement. Ouais. Puis c'est dommage parce que c'est une très belle spécialité et je suis certaine qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui trouveraient leur place là-dedans, mais qui n'ont peut-être pas toujours la chance de le découvrir. Ouais. Parce que certainement que, à part si je me trompe, ce n'est pas la majorité des curriculums médicaux qui mettent l'emphase sur la pathologie. Et jusqu'à un certain point, avec raison, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre en médecine que c'est vraiment difficile de mettre là-dedans. La pathologie, c'est une spécialité qui est très diversifiée. Non, on n'est pas juste avec des microscopes dans notre bureau jusqu'à la fin de la journée, malgré que c'est un peu l'image. Oui, malgré que c'est un peu l'image que ça donne parfois, mais ce n'est pas le cas. Si je pense à mes enseignants et mes collègues, on travaille souvent en équipe. Il y a beaucoup un esprit de collaboration. Je pense qu'il y a une culture d'humilité aussi, où est-ce qu'on n'est pas toujours certain du diagnostic, mais qu'on ne se gêne pas de collaborer avec les gens et discuter avec les autres pour qu'on puisse avoir le diagnostic le plus précis possible pour nos patients. Il y a une partie qui est aussi très technique à la pathologie, que peut-être qu'on y pense un peu moins. Par exemple, lorsqu'on reçoit les spécimens de la salle d'opération, il faut qu'un pathologiste ou quelqu'un qui soit qualifié du moins puisse examiner les spécimens, regarder s'il y a des lésions qu'on voit, faire prendre les mesures, prendre le poids, décrire. Et éventuellement, une fois que le spécimen a été fixé, il faut le réexaminer, il faut prendre des spécimens qui sont représentatifs de ce qu'on veut rechercher. Et il y a beaucoup de connaissances visuo-spatiales qui rentrent dans ça, des compétences manuelles qui rentrent aussi là-dedans. Alors, jusqu'à un certain point, c'est un peu proche de la chirurgie lorsqu'on est... Oh, il y a un parallèle peut-être. Juste pas nécessairement avec un contact de patient, mais à sa propre façon. Et certainement pour certains gens qui sont plus intéressés par tout ce qui est autopsie, tout ce qui est un peu médecine légale, il y a tout un volet là-dedans aussi, malgré que ce ne soit pas la majorité de la pathologie, mais il y a ce côté un peu plus manuel, chirurgical, investigatif, si je peux le nommer comme ça. Sinon, oui, c'est vrai, on regarde beaucoup de labs, on regarde beaucoup de cellules, puis parfois ça peut sembler un peu ésotérique pour les gens qui sont plus habitués à des valeurs de laboratoire ou à examiner des patients, mais je veux dire, c'est comme une nouvelle langue, c'est un nouveau monde. Vous avez commencé quelque part à apprendre à comment faire un examen physique, comment poser des questions. C'est la même chose, c'est d'apprendre comment voir l'architecture au niveau d'un tissu, de voir c'est quoi, par exemple, des micro-organismes qu'on peut regarder, ou s'il y a des artefacts qui semblent peut-être un peu inquiétants, mais qui finalement veulent rien dire au niveau de l'interprétation. Alors, c'est un monde qui est différent, mais c'est un monde qui peut être très intéressant. Et certainement, de tout ce que j'ai pu voir à date, il y a beaucoup d'interactions avec les gens, juste pas avec les patients. Pas avec les patients. Et c'est un travail qui est très important parce que ça décide le sort des patients. Est-ce qu'ils vont avoir une autre chirurgie? Est-ce qu'ils vont avoir de la chimiothérapie, de la radiothérapie? Est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer chez eux? Ou est-ce que leurs jours sont comptés? Alors, c'est quand même une grosse responsabilité qui est différente par rapport peut-être à la médecine clinique, mais qui est tout aussi pertinente dans le monde de la médecine. Oui. Puis d'ailleurs, tellement que c'est une spécialité où justement ces petits détails peuvent compter par rapport au sort du patient, de la patiente. Où est-ce qu'il y a place à l'erreur? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu délicat ou... C'est sûr que, comme n'importe quoi en médecine, l'erreur peut arriver. Je pense que d'où l'importance, entre autres, lorsqu'on n'est pas certain d'avoir une deuxième opinion. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, du moins dans les milieux académiques que j'ai vu à date, qui est assez
normalisé, c'est quelque chose qui est très accepté et même encouragé de faire lorsqu'on n'est pas certain. Puis parfois, ça arrive qu'il n'y a juste pas de diagnostic. C'est un spécimen qui est peut-être sous-optimal. C'est un spécimen qui montre une maladie qu'on ne connaît pas. Ou peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Ou qui a eu quelque chose dans le processus technique qui ne permet pas d'interpréter. Il y a plusieurs manières de pouvoir régler à ce genre de situation. Parfois, on procède avec une description un peu plus de ce qu'on voit. Puis on peut offrir un diagnostic différentiel, plusieurs options de diagnostic. Parfois, c'est carrément un spécimen qui est non adéquat. Il faut refaire la biopsie, il faut refaire le prélèvement. Et parfois, il y a d'autres tests ou d'autres manières qu'on peut aller chercher plus d'informations qui n'est pas nécessairement juste avec la lame. Dans certains cancers, entre autres, on peut trouver des informations génétiques qui peuvent prédire le sort d'une certaine maladie, ou qui peuvent le caractériser d'une façon à ce que ce soit plus agressif ou moins agressif. Alors, il y a ces genres d'informations aussi qui peuvent beaucoup nous aider. D'accord. Donc, l'importance d'avoir au final ce travail d'équipe, de se consulter pour être en mesure de vérifier, contre-vérifier, d'avoir une deuxième opinion et d'utiliser également les ressources qui sont autour de nous pour pouvoir valider ce qu'on a en tête au final. Un peu comme dans toutes les pratiques. Donc, il y a quand même des liens avec les autres pratiques de la médecine et il y a des liens avec la pathologie aussi. Mais oui. Puis, entre toi et moi, juste entre nous deux, est-ce que le contact avec le patient te manque? Ou tu Oui, c'est une grosse question. Ouais. Honnêtement, je pense que je mentirais si je disais que ça me manque pas. Et qu'il y a des journées où est-ce que je me dis « Oh, ça serait cool de faire une chose. Mais en même temps, la réalité, c'est que toutes les spécialités viennent avec leur pour et leur contre. Tout à fait. Puis au final, il faut trouver la spécialité qui se marie le mieux avec ce qu'on veut dans la vie. Et la vie, c'est pas juste ce qui se passe lorsqu'on a 20 ans, 30 ans, c'est aussi lorsqu'on aura 40 ans, 50 ans, 60 ans. Assumons que la majorité du monde aurait une carrière entière en médecine. Puis, je sais, c'est certain que maintenant que je suis dans la début trentaine, je pense pas à la même chose que lorsque j'étais dans la mi ou la début vingtaine. Mes priorités dans la vie sont un peu différentes. Ont changé. Et ce que je veux accomplir aussi a changé. Alors, je pense que dans ce cadre-là, le choix de faire une résidence et éventuellement une carrière en pathologie fonctionne beaucoup mieux avec ce que je veux faire dans la vie. Puis ça, c'est quelque chose de purement personnel. Je pense qu'on ne se fait pas service en se mentant et en disant « ça va bien aller, puis ça va être correct ». Parce que les chances sont que ça se peut que ça ne sera jamais correct. Tout à fait. Et honnêtement, c'est mieux de faire le changement maintenant que éventuellement faire le changement lorsque on a une pratique, on a des patients qui attendent après nous, on a des responsabilités beaucoup plus importantes que lorsqu'on est résident. Un mot de la fin qui te donne espoir pour la pathologie, pour ta carrière en ce moment. Je te laisse la parole. Je me souviens que lorsque j'étais étudiante en médecine, on m'avait dit « faut que tu regardes est-ce que les résidents avec qui tu travailles avec ou les patrons avec qui tu travailles avec sont heureux? Est-ce qu'ils aiment ça aller au travail? Est-ce qu'ils ont une bonne relation avec leurs étudiants, avec leurs patients, avec leurs infirmiers, infirmières, leurs secrétaires? Est-ce qu'ils vous donnent l'envie de travailler avec eux? Puis de vouloir aller au travail, même lorsque vous avez la pire journée de votre vie. C'est vrai. Puis, lorsque j'étais étudiante, je l'avais un peu brush off, pour être très honnête. Parce que je me suis dit, ah oui, je suis capable de surmonter ces obstacles. Mais maintenant, avoir été dans une autre spécialité et d'avoir un peu comme une autre perspective, je pense que c'est très vrai ce qu'ils disent. Et pour l'instant, je pense que les gens que j'ai rencontrés en pathologie sont très heureux. Ils font des blagues. Ils te demandent sur ta vie personnelle lorsqu'on a le temps d'échanger.
avec les balises qu'on est confortable à échanger, évidemment. Puis, j'aime beaucoup cet esprit de collaboration et d'humilité aussi par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Ouais. Et je pense que c'est le genre de médecin que je veux devenir, alors. Oh, wow! Ça va me donner le goût tout d'un coup d'appliquer en pathologie. Tellement intéressant. Merci beaucoup pour cette belle discussion, Dr. Ma. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. Et puis, c'est ce qui met fin à cet épisode. Et on se retrouve pour un prochain épisode du Café des spécialités, powered par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. Bye bye!